C'est parti. Mesdames, Messieurs, chers festivaliers, parce que vous êtes encore festivaliers pour quelques minutes pour l'édition 2023, Monsieur le maire de Blois, cher Christophe, Monsieur le président d'Aglopolis, Christophe de Gruel, maire de Blois, bien sûr, Marc Gricourt, Madame Delphine Benassi, vice-présidente à la culture, vice-présidente à la région, à la culture et à la coopération internationale, Fabienne Quinet, je la vois là, voilà, entre deux feux, adjointe à la culture de la mairie, j'allais dire de Tours, Monsieur Tourangeau de Blois, cher Jean-Noël Jeanneney, président du conseil scientifique, mon cher Francis, directeur du festival, cher Michel Perrault, j'en profite, puisque nous avons discuté féminisme ce midi avec Julie Gaillet, cher Michel Pastoureau, chers collègues, chère Madame Anouche Kunt, chère équipe des Rendez-vous de l'Histoire, chers tous. Nous voici réunis pour la clôture du 26e Festival des Rendez-vous de l'Histoire de Blois, une nouvelle session merveilleuse. Avant cela, nous allons écouter tout à l'heure, bien sûr, la conférence de Michel Pastoureau, et je laisserai évidemment le grand soin à Jean-Noël Jeanneney de nous présenter. Mais nous avons aussi à remettre le dernier prix, le énième prix des Rendez-vous de l'Histoire, qui est le prix Augustin Thierry des 26e Rendez-vous de l'Histoire, à l'issue d'une délibération des membres de l'équipe des salariés des Rendez-vous de l'Histoire. Notre choix est allé vers le très bel ouvrage de Madame Anouche Kunt, Au bord de l'effacement, sur les pas d'exilés arméniens dans l'entre-deux-guerres, aux éditions La Découverte. Anouche Kunt, vous êtes chargée de recherche au CNRS, spécialiste des migrations, pour faire court. Au fil des 320 pages, nous suivons des exilés arméniens, et ce prix ne pouvait pas tomber mieux par rapport à l'actualité, sachant qu'il a été délibéré et choisi avant les événements que nous connaissons actuellement. En tout cas, donc c'est pour dire aussi la valeur et le talent de ce que vous avez fait, avant même de parler de l'actualité. Votre travail de recherche, nous l'avons trouvé tous époustouflant, à partir entre autres de fiches administratives qu'on appelle les certificats administratifs, qui enregistrent l'identité des rescapés du génocide arménien dans l'entre-deux-guerres, enfin qui sont là, qui arrivent à la fin de la guerre et dans l'entre-deux-guerres. Vous tentez avec brio de reconstituer la vie de chaque Arménien, chaque Arménienne, tous fichés, tous réfugiés en France après 14-18, venant donc bien sûr de l'Empire ottoman. Vous étudiez aussi ces fiches avec force empreinte digitale. Il y a un prénom, il y a un lieu, il y a une date de naissance, si peu d'éléments sur des hommes, des femmes, des enfants, pour faire de l'histoire des individus, pour reconstituer leur identité, leur malheur et leur envie de reconstruire une vie, de repenser leur vie. Votre enquête est un tour de force, une leçon de méthodologie historienne. En vous lisant, j'ai pensé à Arlette Farge, dans un autre registre, mais j'ai pensé aussi à cette leçon d'archives. J'ai pensé à Marc Bloch aussi, bien sûr. Et il faut absolument se saisir de ce très beau livre. Je vous assure, chers festivaliers, chers tous, c'est vraiment une enquête historique avec un grand E. Grâce à vous, nous voyageons, avec des guillemets, on préférerait parfois d'autres voyages, mais nous voyageons tout de même de l'infiniment petit à l'infiniment grand, de la micro-histoire à la macro-histoire. Soyez-en vivement remerciés. Chère Madame, chers collègues, nous sommes très heureux, et je vais vous appeler à venir à mes côtés pour vous remettre le prix, très heureux de vous remettre le prix Augustin Thierry 2023. Avant de vous laisser la parole, on va vous applaudir copieusement. Bravo. Ça, c'est le diplôme. Ça, c'est le gros chèque. À la fin, mais c'est dans l'émotion de pas. Non, ça va bien se passer. On est là. On est là. Bien. Bonjour. Au bord de l'effacement, mon livre fut écrit dans la pénombre des archives. Aujourd'hui, il reçoit ce prix qui le nimbe de lumière, une lumière vive, généreuse, de celles qui rejaillissent sur tout un champ d'études, sur une équipe éditoriale, sur le projet novateur de la jeune collection dirigée à la découverte par l'historienne Clémentine Vidal-Naquet, en sorte que ce prix
est aussi un partage, une émotion tournée vers l'avenir, une dédicace également à ces inconnus du passé qui depuis longtemps sommeillent dans une épaisseur impressionnante de papier où je les ai vus, épinglés à leur état civil, mais qui pour autant ne m'ont jamais paru figés, ces hommes et ces femmes déplacés, en mouvement, en exil. Une fois sortis des boîtes, ils ne m'ont plus quitté. Oui, il arrive qu'une archive nous laisse intranquilles. Ici, ce sont 12 000 certificats administratifs émis en France dans l'entre-deux-guerres et répétant 12 000 fois le mot « réfugié », réfugié d'origine arménienne selon le libellé exact inscrit au bas des documents, signé et tamponné, pour faire valoir ce que de droit. Peu de droits, en réalité, et sur ces documents, peu de mots, pas de récits, mais des ratures en abondance, des commentaires mis entre parenthèses, des bribes d'informations notées à la hâte dans les coins, sur les bordures. Orpheline, ou bien sauf-conduit Égypte 1930, ou encore asservi 5 ans dans la Légion, époux massacré, 3 fils morts, dont 2 massacrés, ne sait pas si parents en vie ou décédés. Ces annotations font entendre l'autre voix du document officiel, guère plus qu'un chuchotement venu des marges et soufflant quelques indices sur la personne identifiée au centre de la feuille. Cette double voix de l'archive m'a saisie et j'ai voulu trouver une manière de travailler ensemble la nomenclature et ses bordures pour faire surgir par petites touches les réalités du génocide de 1915 telles qu'elles se sont déplacées dans le temps avec les survivants collectivement chassés de Turquie, installés à Marseille ou ailleurs, et dont la plupart n'ont guère été en situation, en capacité même de rédiger leur mémoire. Aller à leur rencontre, c'était donc s'emparer de cette multitude d'actes administratifs et les mettre au travail. J'avais à cœur d'expliquer la puissance cognitive de cette source, sa puissance déstabilisatrice d'objets farouches, bruts, et pourtant capable de troubler le regard avec presque rien. 3 petits points, par exemple, faisant comme une écorchure dans un état civil, une trouée pour signifier l'absence, le deuil. Sur ces formulaires, la ponctuation donne à des réalités criminelles un statut de vérité administrative. J'ai donc ouvert au lecteur la porte de mon atelier d'historienne pour qu'ensemble, nous saisissions la densité fugace d'existences presque effacées, mais bien ancrée dans la vie sociale, laborieuse, familiale, celle qui met des enfants au monde, exerce le métier de dentelière ou d'ouvrier agricole, fait valoir ses maigres droits de réfugiés apatrides. C'est toujours depuis ces élans vitaux qu'il nous est donné d'observer l'irréparable, quand par exemple un mariage conduit à dire le nom d'un père mort en déportation. Le certificat de réfugié tient-le alors d'acte de décès pour faire valoir ce que de droit. Puissent aujourd'hui les Arméniens du Karabakh trouver rapidement où et comment faire valoir ce que de droit et s'éviter ainsi les affres de la spoliation et d'un exode sans retour. Je voudrais, mesdames et messieurs les jurés du prix Augustin-Thierry, vous redire ma profonde gratitude. Je remercie également les Rendez-vous de l'Histoire, la ville de Blois pour son accueil et pour son soutien à ce prix. Merci. Merci beaucoup. Très touchant, enfin. Merci pour l'ouverture. Bonne continuation. On va partir. Ouais. Voilà. On m'a expliqué comment partir discrètement. Oui. Voilà. Merci. Avant de laisser la parole à Jean-Noël, quand même, je voudrais en profiter. On n'a pas souvent le micro. C'est une honte de dire ça quand ça vient de ma bouche. Mais je voudrais remercier quand même tous ceux qui ont contribué à la réussite, c'est-à-dire toute l'équipe des salariés du CEPH, du Centre européen de promotion de l'histoire, Francis, son directeur en premier lieu, tous les bénévoles, tous les lycéens, parce que, évidemment, jusqu'à 19, 20 heures, ils seront là pour nous et ils rempliront l'an prochain parce qu'on ne peut pas se passer des rendez-vous de l'histoire. Donc j'aimerais juste qu'on les applaudisse une fois. Voilà. Et maintenant, j'ai Jean-Noël.
Mesdames et messieurs, mes chers amis, j'éprouve, vous le savez bien, chaque année une fierté, un bonheur particulier à accueillir celui ou celle qui a accepté d'être le président ou la présidente de la session qui nous a réunis. Mais je dois dire, sans faire offense à aucun de ceux qui ont précédé Michel Pastoureau à cette tribune, que j'en ressens ce soir une émotion particulière, car vous êtes, Michel, pour nous, un homme rare, un homme hors de pair, un ami indéfectible de ce lieu, de ces rencontres, et puis un savant dont nous chérissons l'œuvre de mille façons. Il y a dans chaque génération d'historiens tel ou tel auteur qui... les autres sont très méritoires aussi, mais qui ouvrent des voies nouvelles, qui dessinent des curiosités inédites, qui appellent à des appétits nouveaux de la part de ceux qui les lisent et aujourd'hui qui les entendent. Vous êtes de ceux-là, Michel. Vous êtes de ceux-là et il est vrai que désormais, nous ne regardons plus les couleurs de la même façon. Nous les éprouvons autres. Un jour, vous avez choisi de donner un journal de vos couleurs au gré de votre quotidien. Parfois, je me suis promené avec cet ouvrage dans les mains en me disant, nous le suivons, nous l'imitons et en même temps, nous sommes différents. C'est un vade-mecum que je vous recommande à tous. Et puis, naturellement, il y a l'œuvre tout entière, l'œuvre qui est l'œuvre d'un chromatisme passionné et qui s'enrichit aussi, d'ailleurs, d'autres éléments de cette œuvre profuse. Je pense en particulier à tout ce qui concerne les animaux. Tout à l'heure encore, vous en avez témoigné à propos des préjugés. Les animaux, tout ça étant fondé sur une connaissance magnifique de l'héraldique du Moyen-Âge. Vous parlez presque plus facilement le latin que le français, mais vous dit un jour, c'est un peu excessif car vous parlez admirablement le français. Vous allez, c'est pas nécessaire. Je voyais que je me hasardais sur une terre périlleuse. Je n'irai pas beaucoup plus, car tout le monde vous connaît, tout le monde sait encore une fois ce que vous avez d'exceptionnel, de spécifique, et tous les motifs que nous avons d'éprouver pour vous une dilection particulière. C'est vraiment le cas, et nous nous réjouissons ce soir de vous entendre nous parler des couleurs de la mort. Alors nous n'avons pas donné, évidemment, un défi qui serait forcément joyeux, mais tout au long de cette édition, nous avons démontré, je crois, que la vitalité était aussi forte que le chagrin, et qu'à partir du deuil, à partir de la mort, on peut dire beaucoup de choses au service de la vie. Nous vous écoutons, Michel Pastoureau, avec infiniment de gourmandise. Merci Jean-Noël pour cette présentation qui place la barre très haut et m'oblige à faire une très belle conférence, alors que l'usage veut que pour la conférence de clôture, la barre soit placée un peu moins haut que pour la conférence d'ouverture. Je vais faire quelques efforts. Donc, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, chères toutes et chers tous, permettez-moi de parler sans veste, il fait tellement chaud dans cet auditorium. Pour cette conférence de clôture, j'ai choisi un sujet qui pouvait faire écho à, sinon tout, du moins une partie de ce qui s'est dit pendant les journées des rendez-vous de l'histoire cette année, qui ont abordé un très grand nombre de thèmes, de questions, de documents, de dossiers. Et il m'a semblé qu'un sujet autour des couleurs de la mort représentait assez bien une diversité de questionnements, d'où le sous-titre un peu racoleur que j'ai donné à ma conférence, les couleurs de la mort, une palette arc-en-ciel, un petit peu exagérée, mais vous comprenez ce que cela
veut dire. Mon propos principal, c'est d'essayer de montrer qu'en Occident, je me limiterai à l'Occident parce que les problèmes dont je vais parler sont des problèmes de société et je ne peux pas connaître toutes les sociétés de la planète, bien sûr, donc je me limite à ce qui m'est familier dans mes recherches, l'Europe dans la longue durée, même l'Europe occidentale plus précisément, mais les couleurs de la mort, cela permet de poser beaucoup de questions et de s'aventurer sur d'assez nombreux terrains. Donc mon propos de départ est de montrer que la mort en Occident, et spécialement en Europe, n'a pas toujours été noire. Bien au contraire, elle a eu des couleurs assez variées. Je voudrais vous le montrer, même si aujourd'hui, quand on pense à la mort, on pense à la couleur noire. Je vous donne deux exemples qui sont assez récents. Je suis allé, il n'y a pas plus tard que 15 jours, faire une intervention dans un lycée à Genève devant des élèves de terminale. Ils étaient à peu près 200 pour leur parler du métier d'historien. Et puis pour ma venue, les professeurs de lettres et d'histoire avaient, de manière très sympathique, demander aux élèves de travailler sur les couleurs et de dire à quoi leur faisait penser aujourd'hui telle ou telle couleur, idée, concept, du péjoratif, du laudatif, etc. Et pour la couleur noire, le mot qui est revenu le plus fréquemment sous la plume des élèves, c'était la mort. 88% avaient répondu que le noir renvoyait d'abord à la mort. On retrouvait l'idée de mort à 3% dans le blanc et à 2% dans le gris et 1% dans le violet. Donc dans l'imaginaire des lycéens de classe terminale, la mort est noire et la première idée qui lui est associée, c'est le noir et la mort ont partie liée en quelque sorte. Pour l'historien que je suis, c'est assez frappant parce que quand on lit d'autres enquêtes d'opinion, et il y en a beaucoup qui associent des concepts à une couleur ou qui recensent à quel concept renvoie telle couleur, les réponses sont un peu plus variées, mais depuis, au fond, un siècle, sinon un siècle et demi, il semble qu'on ait oublié les aspects positifs de la couleur noire. Dans la symbolique des couleurs, en tout cas en Europe, chaque couleur a ses bons et ses mauvais aspects. Le noir n'échappe pas à la règle. Il y a un bon et un mauvais noir, comme il y a un bon et un mauvais rouge, un bon et un mauvais vert. Et j'ai l'impression que le bon noir s'est quelque peu évaporé. En tout cas, il n'a plus de place auprès du grand public, semble-t-il, ni auprès des jeunes élèves des classes terminales. Je m'appuie sur un livre qui est peu connu en France, mais qui est très utile pour l'histoire contemporaine et la sociologie contemporaine. C'est un livre allemand dû à Eva Heller, H-E-2-L-E-R, Wie die Farben wirken, comment les couleurs agissent, comment les couleurs sont à l'œuvre, paru en 2000, et qui fait le bilan d'un très grand nombre d'enquêtes d'opinion conduites depuis 1950 jusqu'en 2000, c'est-à-dire un demi-siècle, sur les rapports entre telle idée, tel concept, telle notion et les couleurs. La publicité a énormément besoin de ce type d'enquête. Eh bien, sur ce demi-siècle, c'est à peu près la même chose que ce qu'on trouve dans les copies de ces lycéens genevois. Les bons aspects de la couleur noire ont été oubliés. On trouve en effet tout ce que l'on attendait du côté de la mort, de la tristesse, de la faute, du mal, de la violence, de la saleté, du secret, de la sorcellerie, de la magie, et puis naturellement de la nuit, des ténèbres, du monde souterrain, des animaux noirs comme le corbeau, le plus noir de tous les animaux, tellement noir qu'il finit par être bleu quelquefois.
Donc tout ça, évidemment, n'est pas neuf. On retrouve cette liste de concepts associés à cette couleur déjà dans l'Antiquité romaine, sinon dans l'Antiquité grecque. Mais à côté, il y a pendant longtemps des bons aspects de la couleur noire, et qui, dans ces enquêtes d'opinion, conduites donc entre 1950 et 2000, semblent avoir pratiquement disparu, alors que l'on soit à la fin du Moyen-Âge, au début de l'époque moderne, et même encore au début du XIXe siècle, il y a derrière la couleur noire, l'idée de tempérance, d'humilité, de dignité, d'autorité. Il y a l'idée de justice, de pouvoir, et puis surtout, et ça c'est très ancien, de fertilité, de fécondité, ou plus récemment de créativité, d'élégance, de luxe. Tout ça semble avoir été oublié dans ces enquêtes d'opinion et dans la plus récente, donc auprès des jeunes lycéens genevois. Alors, cette idée d'une mort noire, elle est vraiment omniprésente aujourd'hui. Elle était déjà omniprésente il y a un demi-siècle, peut-être même il y a un siècle, mais elle n'a pas toujours été présente ou envahissante comme elle l'est aujourd'hui. C'est ce dont je voudrais vous parler. La mort n'a pas toujours été noire. À cela, une raison principale, il y en a d'autres, mais une raison principale, essentielle quand on parle de l'histoire de la mort en Occident et même hors d'Occident, la mort est double. Il y a deux morts. Il y en a une qui est le contraire de la vie. Ça, cette idée nous est restée familière. Mais on oublie qu'il y a une deuxième idée tout aussi forte dans les sociétés anciennes ou traditionnelles. Il y a la mort qui est le contraire de la naissance. Et ce n'est pas la même chose, même pas du tout la même chose même. Et cela correspond à deux palettes. Quand la mort est contraire de la vie, elle présente une palette, sinon toujours noire, en tout cas toujours sombre. Noir et d'autres couleurs foncées, à un titre ou à un autre. Quand la mort fait couple avec la vie, ou est l'écho ou le contraire de la naissance, il s'agit d'autres couleurs qui sont en jeu, et en général des couleurs claires. Le blanc est autour du blanc. C'est très très net du point de vue chronologique. Ce qui concerne la mort dans les sociétés anciennes et encore médiévales, voire au début de l'époque moderne, est plutôt blanc ou clair que noir ou sombre. Et puis il y a un basculement, naturellement pas d'un coup bien sûr, mais progressivement entre le milieu du XVIe siècle ou la fin du XVIe siècle et le début du XVIIIe siècle. Le XVIIe siècle joue dans ce basculement un rôle essentiel. Le XVIIe siècle, c'est un siècle extrêmement sombre qui entretient avec la couleur noire des rapports très étroits et qui ne mérite pas, à mon avis, son appellation de grand siècle. Moi qui suis médiéviste, je suis toujours horrifié quand j'entends dans la presse ou même du côté du grand public l'expression, chaque fois qu'il y a une catastrophe, un incident épouvantable, des crimes horribles, on se croirait revenu au Moyen-Âge. Non, c'est très douloureux pour le médiéviste d'entendre une phrase pareille, d'une part parce qu'il y a plusieurs Moyen-Âge, chronologiquement il y en a au moins trois, dont un Moyen-Âge central qui est une période très favorable, fructueuse, d'expansion économique et démographique. Mais surtout, si on fait un bilan pour l'Europe de l'histoire des bonheurs et des malheurs des populations, la période la plus malheureuse, la plus triste, c'est le XVIIe siècle. C'est le siècle où l'espérance de vie tombe le plus bas, pour autant que l'on puisse avoir des chiffres. Évidemment, ça concerne surtout les classes les plus favorisées, les classes aisées. Pour beaucoup de personnages, au Moyen-Âge, on a la date de mort, mais on n'a pas la date de naissance. Eux-mêmes ignorent quand ils sont nés, souvent. Mais à partir du XVIe siècle, on a davantage de dates de naissance. Et quand on peut faire des comparaisons, on s'aperçoit que
on vit beaucoup moins longtemps dans le royaume de France et dans les royaumes voisins à l'époque de Louis XIV qu'à l'époque de Saint-Louis. L'espérance de vie tombe très très bas. Ce serait naïf d'ailleurs de croire qu'au fil des siècles, l'espérance de vie ne fait que monter. Non, ça monte et ça descend. D'ailleurs, nous sommes en ce moment dans une période descendante par rapport à il y a 15 ou 20 ans. Donc vers 1650, après la guerre de 30 ans, qui est vraiment une guerre épouvantable, la guerre de 30 ans, pire que les guerres de religion. Plutôt, elle est elle-même une guerre de religion, en partie. À la sortie de la guerre de 30 ans, l'Europe est dans un état effroyable. L'espérance de vie tombe très très bas. Peut-être jamais elle n'était aussi bas depuis, j'allais dire le néolithique, j'exagère, mais depuis l'Antiquité romaine. La taille des hommes et des femmes tombe très très bas également. On est très petit au milieu du XVIIe siècle. Non seulement les hommes et les femmes, mais le bétail aussi. Pour autant qu'on puisse mesurer les ossements qui nous ont conservés, les dater et reconstituer la taille des animaux domestiques, ces animaux domestiques sont bien plus grands vers 1250 que vers 1650. C'est aussi l'époque où les médecins ont cette idée complètement folle que l'eau est très mauvaise pour la peau, donc il faut se laver le moins souvent possible, ou en tout cas pas trop souvent, parce que cela dilate les pores et que les microbes vont entrer. Donc on se lave beaucoup moins au XVIIe siècle qu'au cœur du Moyen-Âge, ou qu'au XVIIIe siècle quand on se relave de nouveau. C'est un siècle très sombre et très sale que le XVIIe siècle. Donc je crois que dans les rapports entre la couleur noire et la mort ou le malheur, ce siècle joue un rôle tournant en quelque sorte. Alors je voudrais vous dire quelques mots, je ne peux pas tout dire, bien sûr, je fais un effet de zoom sur quelques problèmes. D'abord, brièvement, je voudrais évoquer la mort en tant qu'elle est personnifiée dans les textes et dans les images et qu'elle peut avoir parfois des couleurs nommées ou représentées. Puis ensuite, je parlerai des morts, des défunts, hommes et femmes, et des rapports qu'ils entretiennent parfois avec le monde des couleurs. Et dans un troisième temps, des pratiques de deuil, c'est-à-dire comment les vivants honorent commémore les morts, parfois par la couleur. Ça nous fera trois parties, mais un peu au pas de course, bien sûr, et je ne pourrai pas tout dire. Alors, la mort en tant qu'elle est personnification, le dossier n'est pas exceptionnellement riche. Nous avons des textes depuis l'Antiquité grecque et même un peu en amont pour l'Europe. Nous avons des corpus d'images, évidemment de plus en plus abondants au fur et à mesure qu'on avance vers l'époque moderne, mais enfin ce n'est pas un thème aussi fréquent que d'autres, que la mort elle-même personnifiée. Évidemment, elle peut être extrêmement diverse, mais il y a deux cas qui se présentent. Ou bien elle est nue, ou bien elle est habillée. Et quand elle est nue, c'est le cas dominant, elle est presque, pas toujours, mais presque toujours réduite à un squelette. C'est un ensemble d'ossements avec un crâne. Ça commence déjà dans l'Antiquité grecque, c'est devient plus fréquent dans l'Antiquité romaine. C'est un thème cher au Moyen-Âge chrétien. Et puis, avec le macabre du maniérisme et du baroque, nous avons des images assez foisonnantes en quelque sorte. Mais ce qui frappe quand on regarde du point de vue des couleurs, évidemment quand c'est de la gravure, c'est plus difficile, mais quand on a des images en couleur, c'est que ces ossements, ce squelette, ne sont pas vraiment blancs, mais blanchâtres ou grisâtres. On tend vers le blanc, mais on n'a pas du blanc véritable. En tout cas, on a du clair, bien sûr. Et quand la mort est vêtue, en général, la tête reste celle d'un crâne et puis des vêtements
soit entiers, mais plus fréquemment en haillons, ou déchirés à un titre ou à un autre, sont associés à ce squelette du dessous. Et là, le vêtement qui entoure le squelette peut être de toutes les couleurs, hein, une parenthèse, hein, dans les images occidentales, n'importe quoi peut être de n'importe quelle couleur, bien sûr, ce qui complique énormément les travaux des historiens. Mais il y a quand même des dominantes, des fréquences et des raretés. Et donc, la mort vêtue, elle est en effet assez souvent vêtue de sombre, aussi bien au Moyen-Âge qu'à l'époque moderne. Par exemple, une grande cape grise, une grande cape brune, une grande cape noire, une cape violette également à l'époque moderne, pour faire contraste avec les ossements qui sont dessous. Et quand la mort s'oppose à la vie, bien sûr, il y a un jeu de contraste avec des couleurs vives pour ce qui concerne tout ce qui est vivant, et des couleurs éteintes, pâles, blanchâtres, grisâtres, du côté de tout ce qui renvoie à la mort. Ça pose le problème, à la fois dans le lexique et dans les images, comment dire, comment évoquer la pâleur, la couleur qui s'est retirée. Alors, en latin, comme dans les langues vernaculaires, il y a des jeux de préfixes et de suffixes. En latin, c'est assez facile. Il suffit de prendre un terme de couleur et d'ajouter le préfixe sub, sub albus, c'est blanc, sub albus, c'est blanchâtre. Sub viridis, c'est verdâtre, très très fréquemment associé, non pas à la mort, mais au défunt. Quelquefois sub niger, mais sub niger, c'est un terme ambigu qui dit plus souvent violet que noirâtre. Ce suffixe âtre en français est très souvent sollicité pour ce qui concerne la mort, les défunts, les revenants, les états d'entre-deux, les domaines inquiétants, etc. Et je ne suis pas un vrai lexicographe, mais c'est un terrain qui m'intéresse énormément. Je conseille toujours à mes étudiants, quel que soit le sujet qu'ils étudient, de toujours commencer par l'histoire des mots. Et donc les mots, ça veut dire les racines, ça veut dire les préfixes, ça veut dire les suffixes, ça veut dire les locutions, les sens figurés, les proverbes, etc. Et je me suis constaté qu'il n'y a aucun travail un peu ambitieux sur ce suffixe âtre, qui pour l'historien des couleurs est vraiment très 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 intéressant, qui dérive du latin ater, bien sûr, qui signifie noir, mais un noir mat, un noir inquiétant, à la rigueur un noir neutre par rapport à niger qui est le beau noir, le noir brillant, mais qui peut être pris dans un sens figuré pour dire la couleur qui est délavée, qui est un peu décolorée, qui n'est pas tout à fait elle-même en quelque sorte. Il y a un beau sujet à faire sur le suffixe âtre chez les lexicographes. Et puis on a un certain nombre de textes qui nous parlent de la mort personnifiée incolore. Alors là, que faire quand on est artiste ou artisan, qu'on doit représenter en couleur l'idée d'incolore? C'est un problème magnifique, bien sûr. Plusieurs solutions se posent, et ce qui me frappe pour la longue durée, c'est que jusqu'à des dates assez avancées de l'époque moderne, jamais il n'y a synonymie entre incolore et blanc ou incolore et noir. Ce sont des idées tout à fait modernes. D'ailleurs, à l'époque moderne, plus souvent synonymie entre blanc et incolore qu'entre noir et incolore. Pour avoir de telles idées, il faut que l'imprimerie et la gravure soient apparues, c'est-à-dire le livre imprimé et puis des images gravées et imprimées à l'encre noire sur du papier blanc, le papier blanc devenant le degré, non pas 0, mais 1 de la couleur, puisqu'on pose sur ce fond blanc éventuellement différentes couleurs. Mais ça ne se fait pas tout d'un coup, du point de vue conceptuel, ça se fait lentement entre le milieu du XVe siècle et le milieu du XVIIIe. Auparavant, quand on veut évoquer l'idée d'incolore dans une œuvre, une image, un objet en couleur,
Le procédé le plus fréquemment utilisé, c'est de laisser la couleur du support à nu. C'est ça qui est le degré incolore. Donc si c'est du parchemin dans un manuscrit enluminé, eh bien c'est la couleur du parchemin qui va être ce degré incolore. Si c'est du bois, ça va être la couleur du bois. Si c'est ceci ou cela qui est rouge vif, eh bien ce rouge vif va évoquer cette idée d'incolore. Donc on peut avoir en effet des morts qualifié par le texte d'incolore, et dans l'image qui accompagne le texte, une mort complètement rouge ou complètement violette ou grise. Tout est possible. D'ailleurs, quand on ouvre aujourd'hui je vous invite à faire l'expérience parce qu'elle est révélatrice, pardonnez-moi la parenthèse, quand vous ouvrez un dictionnaire de langue au mot incolore, aussi bien en français que dans les langues voisines, vous trouvez non pas qui est sans couleur, mais qui est peu coloré. Comme si, dans l'idée d'incolore, il restait un peu de couleur. Et de fait, quand on étudie comme moi les systèmes de la couleur, il faut absolument prendre le niveau incolore. Il fait complètement partie du système, bien sûr, du point de vue sémiologique. Ce serait absurde de le mettre de côté. L'incolore, ce n'est pas le contraire de la couleur, c'est le premier degré de la couleur. Donc ça peut concerner la mort à divers titres, aussi bien dans l'Antiquité que dans des époques plus récentes. Et on va trouver cette idée d'incolore doublée par une autre idée dans la peinture antique et plus encore dans la peinture médiévale, associé à un autre procédé qui est celui de la désaturation. Délaver une couleur, pour prendre un mot plus commode. Définir ce qu'est la saturation ou bien la désaturation, c'est un exercice assez difficile. C'est la façon dont la couleur, la désaturation, n'est pas concentrée sur elle-même, en quelque sorte. Mais dire qu'elle est délavée, ou même, pardonnez-moi l'adjectif, qu'elle est pisseuse, ça aide à comprendre de quoi il s'agit. Donc, un vert pâle, un gris pâle, un brun pâle, c'est-à-dire un brun ou un gris délavé, c'est aussi un procédé pour mettre en image la mort et parfois également les morts. Donc, soit laisser le support de l'image à nu, soit délaver une couleur qui est associée dans le document à cette idée de mort. À la fin du Moyen-Âge, on commence à avoir un peu plus fréquemment une opposition entre les vivants et les morts, ne serait-ce qu'avec le thème des trois morts et des trois vifs. Et alors, le contraste le plus fréquent, ça n'est pas du tout entre du blanc et du noir, c'est entre du très coloré, de couleurs vives, les trois vifs, et puis du décoloré, du désaturé, les trois morts, qui ne sont pas blancs, mais qui sont grisâtres, verdâtres, blanchâtres. Ils ont perdu leur couleur, mais pas jusqu'au bout. Ils ne sont pas incolores au sens moderne. Ils sont incolores au sens ancien, en quelque sorte. On a également l'idée que la mort a à voir avec le monde souterrain, avec l'enfer. L'enfer est bichrome dans les sociétés médiévales. Il est à la fois les ténèbres, le noir donc, et les flammes qui brûlent sans éclairer, nous disent les textes. Donc c'est le rouge. L'enfer est bichrome, il est noir et rouge. Et alors, quelquefois, le monde de la mort, sinon la mort elle-même, emprunte à l'enfer ses couleurs quand c'est la mort qui est celle des damnés et pas des élus. Donc ça me conduit à vous parler non plus de la mort, mais des défunts, des morts, qui sont représentés assez abondamment depuis l'Antiquité jusqu'à des dates tout à fait récentes. Alors, en faire un bilan, c'est absolument impossible. Il y a à la fois la représentation du cadavre, du corps nu, avec toutes ses colorations, et puis il y a le défunt habillé. C'est peut-être plus intéressant pour l'histoire sociale, mais un mot quand même pour la représentation de la chair morte, du corps
nus et défunts, avec, comme pour la mort personnifiée d'ailleurs, l'idée de peau, de chair qui s'est décolorée. On tombe encore de nouveau ici dans le âtre et assez fréquemment dans le grisâtre ou plus encore dans le verdâtre. Le verdâtre, c'est sinon totalement, partiellement, la couleur, la coloration des défunts, des morts. Ça suffit pour évoquer quelqu'un, non pas qui est mourant, mais qui est déjà mort. M'intéresse davantage peut-être ce qui concerne les morts vêtus, habiller les morts. Qu'est-ce que l'on fait dans les rituels funéraires? Je vais faire une parenthèse parce que pour cette conférence de clôture, j'ai hésité entre deux sujets et j'ai regretté à un moment de ne pas avoir pris le premier que j'avais retenu, qui était le bestiaire des morts. Donc entre le bestiaire des morts d'un côté et les couleurs de la mort de l'autre, j'ai un peu hésité, puis j'ai fait mon choix, puis après j'ai regretté mon choix. Mais je ne résiste pas à la tentation de vous évoquer mon idée de départ à propos du bestiaire des morts, donc qui est lié au rituel funéraire. J'ai lu des travaux des années 50 de préhistoriens et d'anthropologues, à la fois scandinaves, soviétiques et britanniques, parce qu'on avait trouvé, très loin en Sibérie orientale, dans des endroits où l'être humain n'est jamais présent avant des dates très avancées, des ossements d'ours dans des cavernes, on est vers 80 000 ans avant le temps présent, des ossements d'ours disposés de telle façon que, visiblement, il y avait une intention, il y avait un dispositif, il y avait un rituel. Et l'idée s'était faite chez certains de ces chercheurs, anthropologues et préhistoriens, que c'était les ours eux-mêmes qui rendaient hommage à leurs parents ou compagnons, aux ours morts, en quelque sorte, avec des pratiques. Ça a suscité beaucoup de débats, beaucoup de polémiques, bien sûr. Certains sont allés un peu loin en expliquant que c'est en observant le comportement des ours rendant hommage à leurs morts que les humains les ont imités et ont inventé pour eux-mêmes les rituels funéraires. Donc ça allait vraiment très très loin. L'idée a été très discutée, repoussée, elle a rebondi, etc. Puis le dossier, comme toujours, s'est un peu endormi et puis on le laisse de côté aujourd'hui, mais on sent bien qu'il y a quelque chose là qui est gênant. Donc pour introduire le dossier des rituels funéraires, permettez-moi donc d'évoquer les ours, des animaux qui me sont très très chers. Alors, les ours ne sont pas vêtus, mais les humains, eux, sont parfois vêtus quand on les met au tombeau. Et quel type de vêtements on met? Il peut d'ailleurs être tout nu. Les défunts eux-mêmes laissent des instructions. Pour aussi loin qu'on a des testaments, on en a pour l'Empire romain, moins pour la République, mais pour la période impériale, on en a, pour le Bas-Empire, pour le début de l'époque chrétienne, puis après on a un peu un trou, puis ça redevient assez fréquent à partir du milieu du XIIe siècle. Le défunt dit ce qu'il souhaite. Alors, par humilité, il souhaite soit être enseveli tout nu, soit dans un linceul de telle ou telle nature. Le mot linceul est intéressant parce qu'il renvoie à l'idée du lin, une plante qui, par nature, entre dans la gamme des blancs. Le blanc du lin, c'est le blanc des défunts, j'y reviendrai tout à l'heure. Soit il souhaite être enterré avec des vêtements d'humilité, ou bien au contraire, avec ses plus belles parures, ses plus beaux vêtements, ses plus beaux atours. Donc ce sont des comportements très différents. Soit il n'a laissé aucune instruction, et ce sont les vivants qui prennent les décisions pour enterrer les morts et auparavant les vêtir pareillement. Ça soulève un problème très très important dans l'histoire du vêtement dans l'Europe chrétienne.
Pour le christianisme, le vêtement renvoie toujours au péché originel. Adam et Ève, au paradis terrestre, étaient tout nus. Ils ont péché, on les a chassés du paradis terrestre, et à la sortie, en signe de leur faute, on leur a remis un vêtement. Donc le vêtement rappelle la faute de nos ancêtres, en quelque sorte. C'est pour ça que pour les valeurs chrétiennes, celles du Moyen-Âge, mais surtout celles de la Réforme protestante, et par rebond celles de la contre-réforme catholique, se faire beau par le vêtement, c'est quelque chose d'indécent, d'immoral. On ne se présente pas à Dieu dans ses plus beaux atours. C'est vraiment de la provocation. Donc, le vêtement doit être humble. Éventuellement, le corps tout nu ou limité au linceul, ou bien des vêtements d'humilité. Donc, pour l'historien, c'est intéressant de savoir quels sont les vêtements d'humilité, quelles sont les couleurs d'humilité. Et on s'aperçoit que ce sont toujours les mêmes couleurs qui sont sollicitées, non pas telle ou telle coloration, mais telle ou telle saturation. Le problème, il n'est pas du côté de la tonalité, mais du côté de la densité de la matière colorante. On veut du pâle, on veut du désaturé, on veut du décoloré. C'est ça qui est humble. Que ce soit du bleu, du vert, du rouge ou du jaune, ça n'a pas grande importance. Mais il faut que la couleur soit peu saturée. Également, on voit des défunts qui ont laissé des instructions, ou bien leurs parents survivants qui ont pris des décisions pour eux, être enterrés dans une peau de cerf. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent, un peu partout en Europe occidentale, entre l'an 1000 et le XVIIe siècle. Pourquoi dans une peau de cerf et pas une autre peau d'animal? Alors, si on est positiviste, on va dire la peau de cerf doit avoir des vertus conservatrices pour que le cadavre s'abîme moins vite que s'il était hors d'une peau de cerf. Peut-être que ce n'est pas faux, mais je crois que l'explication, elle est naturellement du côté de la symbolique de l'animal et donc de sa peau. Le cerf, c'est un animal christologique, fortement christologique, avec le jeu de mots en latin médiéval entre cervus, le cerf, prononcé servus, et servus, qui est un des noms du Sauveur, un des noms du Christ. Donc, naturellement, ça met en branle toute une symbolique extrêmement forte. Et puis, depuis l'Antiquité grecque, le cerf, et peut-être même en amont, le cerf, c'est un animal psychopompe, c'est-à-dire un animal qui va accompagner et favoriser le voyage du défunt d'un monde dans un autre monde. Donc ça peut être une explication peut-être plus pertinente que la première. En tout cas, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les testaments. Le désir, qui semble un désir d'humilité du défunt, en général un personnage de rang assez haut, d'être enseveli dans une peau de cerf. Alors que je n'ai jamais trouvé dans une peau d'ours, par exemple. A contrario, bien sûr, il y a ceux qui veulent être enterrés avec des vêtements précieux, des parures, des bijoux, ce qui vaut aux archéologues un matériel en général très très intéressant, bien sûr. Ça concerne certaines périodes plutôt que d'autres. En milieu royal et princier, le monde mérovingien et carolingien nous a ainsi, mais le monde scandinave aussi, nous ont ainsi livré un matériel de bijoux, d'étoffes précieuses, les étoffes ont disparu, mais de parements précieux métalliques qui sont autant d'objets intéressants à étudier. À partir du XIIe siècle, pour ces vêtements d'humilité, qui ne sont pas des peaux de cerf ou de vieux sacs ou des haillons ou des vêtements décolorés, il y a chez certains, hommes et femmes, l'envie d'être enterré dans un vêtement monastique ou, à partir du XIIIe siècle, religieux. Et là, pour l'historien, le choix de l'ordre concerné, bien sûr, est un document d'histoire extrêmement intéressant. Être enterré en habit bénédictin, ça existe, mais c'est moins fréquent qu'en habit cistercien, comme si l'ordre cistercien était plus moral, plus austère, ce qui est vrai à différents titres, que l'habit bénédictin.
Et puis, chez les mendiants, être enterré en habit franciscain, c'est plus moral, plus humble qu'en habit dominicain. Pour la couleur, ça pose des problèmes puisque les franciscains ont refusé la teinture, par humilité justement. Il visait, François lui-même l'a écrit, le degré zéro de la couleur. Et le degré zéro de la couleur, ça n'existe pas. Donc les franciscains ne teignent pas leur robe, mais ils ne la lavent pas non plus, ne la rapiècent pas. Humilité extrême, pauvreté extrême. Seulement, la couleur primitive de la robe non teinte, au fil des années, voire des décennies, prend des teintes soit brunes, soit plus fréquemment grises, ce qui fait que les franciscains qui vivent au milieu des laïcs ont été nommés par les laïcs les frères gris. Et saint François lui-même, assez souvent, est nommé saint gris, par soit dérision, soit par affection, dans d'assez nombreux textes. Quand Henri IV prononce son fameux juron « ventre saint gris », c'est une obscénité qui renvoie à saint François d'Assise, par le bas-ventre de saint François, quelque chose comme ça. Un frère gris, c'est un franciscain, toujours. Donc, pour l'historien, ces vêtements monastiques et religieux sont très intéressants à étudier pour voir qui a la vogue, en quelque sorte. Le saint préféré qui écrase tous les autres, à la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne, ça n'est pas du tout saint François d'Assise, mais c'est son compagnon et contemporain, saint Antoine de Padoue, alors qui écrase tout. C'est d'ailleurs un mystère. Pourquoi ce culte inouï de saint Antoine de Padoue entre le 15e et le 19e siècle? D'ailleurs, entrez dans n'importe quelle église, vous avez une statue de saint Antoine de Padoue. Parfois, c'est la seule qui est présente dans l'église, avec celle de la Vierge. Il y aurait une étude à faire sur ce mystère du culte de saint Antoine de Padoue. Yves-Marie Bercé me racontait d'ailleurs que le pillage des troncs d'église, avec les documents de police et de justice qui s'y rattachent, nous apprennent beaucoup sur les sommes que l'on a retrouvées pillées dans tel ou tel tronc d'église. Et c'est un document pour l'histoire du culte des saints. Quel est le saint qui avait le plus d'argent dans sa chapelle? Les voleurs s'en sont emparés et naturellement c'est saint Antoine de Padoue. Je referme ma parenthèse, sauf pour souligner que les exercices de teinture sont longtemps très très difficiles, et notamment teindre en blanc et teindre en noir sont des exercices presque impossibles jusqu'au XVIIIe siècle. Donc tous ceux qui, à un titre ou à un autre, doivent être en vêtements blancs ou en vêtements noirs, notamment pour les habits monastiques et religieux, ne sont jamais vraiment dans du blanc absolu ou dans du noir absolu. On est encore là dans le blanchâtre, le grisâtre ou le noirâtre. Il faut garder à l'esprit ces difficultés de la teinture européenne entre les couleurs théoriques, idéologiques, nommées par un texte ou par une règle monastique ou autre, et puis la réalité quotidienne du vêtement porté, de la robe monastique ou religieuse. L'écart est très très grand. Mais c'est vrai de toutes les époques. Autre terrain documentaire très intéressant pour l'historien des couleurs en rapport avec la mort, la liturgie. Nous avons beaucoup de textes qui nous parlent de liturgie, évidemment, mais nous n'en avons pas beaucoup qui nous parlent des couleurs liturgiques, et surtout très peu de travaux sérieux, disons, sur l'histoire des couleurs liturgiques. Les débuts sont relativement obscurs, tâtonnants, parce que les usages varient beaucoup d'un diocèse à l'autre. Le système se met en place lentement et puis commence à se stabiliser au XIIe siècle avec l'idée que ce qui vaut pour le diocèse de Rome doit valoir pour tous les diocèses de la chrétienté romaine. Idée générale et généreuse, mais qui ne mise en pratique que lentement. Et alors, dans ce système, tout tourne autour de 4 couleurs.
le blanc pour les fêtes du Christ et de la Vierge, le rouge pour les fêtes de l'Esprit Saint et de la Croix, et le noir pour les messes des défunts, des temps d'affliction et de pénitence. Et puis, nous disent les liturgistes, quand aucune de ces trois couleurs ne convient, pour les jours ordinaires, on choisit le vert. Donc 4 couleurs liturgiques. D'ailleurs, dans le culte catholique, en gros, on en est encore là. Le Concile de Trente n'a pas changé grand-chose. Mais il y a des conflits qui apparaissent, notamment quand on a affaire à un défunt qu'on veut célébrer. Donc normalement, c'est le noir. Mais si c'est un martyr, alors la couleur des martyrs, c'est le rouge. Alors il y a conflit entre le rouge et le noir. Si c'est une vierge qui est morte, la couleur des vierges, c'est le blanc. Alors est-ce qu'on choisit le blanc ou est-ce qu'on choisit le noir? Un certain nombre de réponses sont proposées par les traités de liturgie, très intéressantes d'ailleurs pour l'historien des systèmes de valeurs. On apprend que le martyr est supérieur à la virginité. Si on a affaire à une vierge et martyr, sa couleur, quand on célèbre la messe de ses funérailles ou quand on l'évoque, ce n'est ni le noir couleur de la mort, ni le blanc couleur de la virginité, c'est le rouge couleur du martyr. Voilà, des cas de conflit chromatique. Ça a l'air de boutade, mais ce sont des documents extrêmement importants pour l'étude des systèmes de valeurs. Et puis, il y a un moment où le noir est réservé au vendredi saint, qui est la mort la plus importante, et on commence à remplacer pour d'autres défunts, plus ordinaires, si je puis dire, et pour les temps d'affliction et de pénitence, comme l'Avent ou le Carême, le noir par le violet. Alors ici, il ne faut pas faire de contresens. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, le violet, antique et médiéval, et moderne à ses débuts, n'a pas de rapport avec notre violet. Nous considérons que violet, ça se situe entre rouge et bleu. C'est un mélange de rouge et de bleu. Les écoliers apprennent à fabriquer du violet dès l'âge de 3 ans avec leur boîte de peinture. Mais les violets anciens, antérieurs à la découverte du spectre par Newton, sont des mélanges de bleu et de noir. Il n'y a pas un pouce de rouge dans le violet. Et donc, quand on remplace le noir liturgique par du violet liturgique, c'est une espèce de noir foncé, de bleu foncé. D'ailleurs, le mot latin pour le nommer, pour nommer cette couleur, c'est sub-niger, sous-noir. D'où les pratiques de deuil qui ont encore eu lieu au XXe siècle, jusque dans les années 50. Noir grand deuil, violet demi-deuil. Mais ce violet, c'est un violet bleuté. C'est pas du tout un violet qui a rapport avec le rouge. Le violet change de coloration lentement au XVIIIe siècle. Newton a découvert le spectre. C'est un nouvel ordre des couleurs. Et dans ce nouvel ordre des couleurs, entre le bleu et le rouge, qui désormais sont voisins, il y a une couleur intermédiaire qui est le violet. Alors qu'auparavant, dans les classements anciens, celui d'Aristote notamment, le bleu et le rouge sont très éloignés l'un de l'autre, donc ils n'ont pas un palier intermédiaire qui serait le violet. Il faudrait évoquer des cas particuliers, mais je n'ai pas le temps parce que je voudrais vous parler des pratiques de deuil, mais il y aurait le domaine des revenants, qui sont des défunts d'un type particulier, qui viennent demander justice, tourmenter les vivants, exiger réparation, qui sont mal morts en quelque sorte, mal enterrés, qui n'ont pas reçu les sacrements qu'ils devraient recevoir. Ils deviennent blancs assez tôt parce que l'idée est qu'ils sortent de leur tombeau dans leur linceul. Alors ce blanc, bien sûr, c'est un blanchâtre en quelque sorte, mais c'est quand même la couleur la plus récurrente qui leur est associée et qui va donner naissance au revenant, qui va devenir le fantôme et tout ce que vous connaissez autour de cette idée. L'autre domaine, mais qui est aussi un océan de problèmes, ce sont les morts
qui ont été condamnés à mort et qui ont été exécutés. Alors là, il y a aussi des codes, des rituels et des signes chromatiques qui sont associés aux exécutions, et 2 couleurs ou jeux de couleurs leur sont associés, bien documentés à partir du XIVe siècle, soit la couleur rouge, qui est celle de l'exécution, qui est celle du bourreau, qui est celle du condamné, qui est celle de l'échafaud, qui est celle de la charrette qui va transporter le ou les condamnés. C'est déjà bien attesté au XIVe siècle, c'est encore bien là au XIXe siècle, avec une documentation foisonnante pour les exécutions à l'époque de la Terreur, sous la Révolution française. Le rouge est omniprésent. Soit l'autre système, c'est la rayure. Alors c'est plus récent, mais on voit apparaître au XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle les condamnés, puis exécutés, en habits rayés, de même qu'il y a des bourreaux en habits rayés. C'est intéressant de voir que l'exécuteur et l'exécuté sont habillés de la même façon. C'est le même monde, si je puis dire. Et l'espèce d'équivalence entre rouge ou rayé, pour l'historien des couleurs, il y a là des pistes infinies qui s'ouvrent. Mais je laisse ce dossier de côté. Ce rouge, c'est à la fois celui du sang qui va couler, c'est le rouge de la justice, c'est le rouge de la théâtralité de la mise en scène de la justice, c'est peut-être le rouge de Stendhal dans son titre énigmatique « Le rouge et le noir », hein, titre pour le roman paru en 1830 à la fin de l'année, titre choisi au dernier moment. Le roman s'appelait Julien pendant très très longtemps, et sur ce titre on a beaucoup glosé. Est-ce que c'est le rouge de l'armée et le noir de la carrière ecclésiastique? Julien Sorel hésite entre les 2 carrières. Ou bien est-ce qu'il s'agit du rouge du crime et du noir de la punition, ou d'autres choses encore? L'honnêteté oblige à souligner qu'à l'époque où Stendhal publie son roman, beaucoup d'autres romans en Europe portent des titres avec des couleurs, et notamment un jeu sur 2 couleurs. Donc le cas du rouge et du noir n'est pas isolé. Je passe et je termine avec les couleurs du deuil pour rappeler que là, alors, il y a beaucoup de travaux sur les pratiques de deuil, les gestes, les comportements, les chants, les cris, les pleurs, les rituels, les attributs, les mises en scène. On a beaucoup d'études, mais sur les couleurs du deuil, c'est-à-dire comment les vivants, par la couleur, renvoient hommage aux morts, là, on a peu de travaux, en tout cas peu de travaux solides. On porte des vêtements spécifiques, oui, ça on le sait, parfois des vêtements d'humilité, des vêtements déchirés, selon une durée qui est strictement codée à partir de la fin du Moyen-Âge, mais on évoque assez peu les couleurs. Et c'est assez difficile d'y voir clair, mais l'idée quand même qui se dégage, c'est peut-être pour ça qu'on n'y voit pas très clair, c'est que c'est le sombre qui est omniprésent dans les pratiques du vêtement de deuil. Déjà dans la Rome antique, l'usage, au moins pour les sénateurs et pour les magistrats, est de porter une toge recouverte de cendres, la toga cinerea, qui n'est pas par nature grise ou brune, mais qui est blanche, presque blanche, puisque le blanc c'est difficile dans la Rome antique, et que l'on recouvre pour une durée X ou Y de cendre. Et ces pratiques de la cendre durent assez longtemps. D'ailleurs, il y aurait une belle thèse à faire sur l'histoire des cendres en association non seulement avec les pratiques de crémation au moment de la mort, mais aussi des pratiques d'humilité, de punition et donc de deuil. Ensuite, après la Rome antique, on a une période sans document, si je puis dire, sur les pratiques de deuil du point de vue chromatique. Et puis ça commence à émerger de nouveau avec les romans de chevalerie dans la deuxième moitié du XIIe siècle,
où un personnage qui porte le deuil d'un autre personnage porte des vêtements particuliers avec des couleurs particulières, et la couleur la plus souvent sollicitée ou nommée par ces textes, c'est le pers, P-E-R-S en ancien français, latin persicus, dans la gamme des bleus ou plutôt des gris bleus. Pers, c'est un adjectif qui s'oppose à Inde, indicus, indigo. Inde, c'est un bleu vif et saturé. Pers, c'est un bleu terne, pâle et désaturé. Et puis, un coup de théâtre, mais un changement alors daté, très important pour l'histoire du deuil et pour l'histoire de la couleur noire, se situe en 1419, quand Jean sans peur, duc de Bourgogne, est assassiné, lâchement assassiné, dirait mon ami Bertrand Schnerb, sur le pont de Montreux. Et son fils, Philippe le Bon, duc de Bourgogne, qui lui succède, porte toute sa vie le deuil de son père assassiné et porte un vêtement noir. Philippe le Bon s'habille presque tous les jours en noir, et naturellement, c'est un noir princier, c'est l'homme le plus puissant et le plus riche d'Occident, Philippe le Bon. Et donc, c'est un noir, non pas d'humilité, mais de deuil, mais un noir luxueux. Et ce faisant, il lance à la cour de Bourgogne la mode du noir, qui va durer pendant plus de 2 siècles. La cour de Bourgogne transmettant son héritage protocolaire et chromatique à la cour d'Espagne. Au début de l'époque moderne, c'est la cour d'Espagne qui lance les modes dans toutes les cours européennes. Donc Philippe le Bon s'habille de noir, Charles le Téméraire s'habille de noir, et à la suite, Charles Quint s'habille de noir, Philippe II encore plus. Alors lui, c'est un fanatique de la couleur noire, Philippe II, roi d'Espagne. Et puis ça continue jusqu'au milieu du XVIIe siècle, quand la prépondérance française remplace la prépondérance espagnole. Ce noir curial s'essouffle un peu, mais le noir du deuil, lui, reste. Et on le doit, en partie seulement, mais en partie quand même, à la cour de Bourgogne, et plus particulièrement à Philippe le Bon et à son entourage. La mode du noir de deuil est lancée, et elle va durer jusqu'à aujourd'hui, pour ainsi dire, avec des pratiques qui vont se diffuser plus largement qu'au début, où c'est limité à la société royale et princière, puis à l'aristocratie, puis aux classes aisées, du patriciat, de la bourgeoisie, vers la fin du XVIIe siècle ou au début du XVIIIe siècle, on tombe dans la folie du nombre, avec le nombre d'étoffes noires, de vêtements noirs qui sont commandés à l'occasion d'un deuil. On veut rivaliser avec telle ou telle famille voisine et concurrente. Il y a une espèce de guerre des chiffres, des mètres, non, c'est trop tôt pour les mètres, des toises, des zones noires, qu'on décrit dans un certain nombre d'inventaires après décès, d'inventaires de garde-robe, etc., etc. Donc là, nous avons beaucoup de documents. De même, nous en avons sur ce qui concerne les reines et les femmes, l'usage à partir de la fin du XIIIe ou du XIVe siècle, un usage qui semble venir de la péninsule ibérique, veut qu'à la cour d'Angleterre et à la cour de France, les reines au XIVe siècle portent le deuil en blanc, et que cela dure jusqu'au XVIe siècle. Beaucoup de cas au XIVe siècle, avec une difficulté pour exploiter les documents, c'est qu'il existe à cette époque beaucoup de reines qui ont pour nom de baptême Blanche. Alors, est-ce qu'une reine blanche, comme disent les textes, c'est une veuve vouée au blanc pendant tout son veuvage, ou c'est une reine qui a pour nom de baptême Blanche? Un cas exemplaire, c'est celui de la célèbre Blanche de Navarre, qui, toute jeune, épouse en seconde noces le roi Philippe VI de Valois. Le roi meurt 6 mois après le mariage. Elle est veuve à 18 ans et elle meurt 50 ans plus tard. Et non seulement elle s'appelle Blanche, mais elle est la reine Blanche, puisqu'elle porte ce veuvage pendant un demi-siècle à la cour de France. Au XVIe siècle, il y a encore des reines qui portent le deuil en blanc. Par exemple,
Élisabeth d'Autriche, la femme de Charles IX, ou Louise de Lorraine, la femme d'Henri III, mais ce sont les dernières. Entre-temps, Anne de Bretagne, puis Catherine de Médicis avait été passée à la mode du noir. Anne de Bretagne semble être la première à l'occasion de la mort de Charles VIII, et puis Catherine de Médicis à l'occasion de la mort d'Henri II, et ensuite le phénomène rejoint celui des hommes et de la haute société. Parfois, on lit que les rois de France ont porté le deuil en violet. C'est très, très incertain. Ça concerne peut-être Louis XI, on a quelques documents, mais c'est à peu près tout. Peut-être Henri III, mais c'est toute l'ambiguïté du mot soubniguer qui peut désigner en effet le violet, c'est un des termes pour dire violet, mais aussi un noir ou un presque noir. Donc on peut en débattre. De même, l'idée traîne un peu partout que les papes, pendant longtemps, ont porté le deuil soit en rouge et blanc, mais on n'est jamais certain que c'est l'idée de porter le deuil du prédécesseur ou l'idée que le nouveau pape est un ancien cardinal et qui, par respect, pendant quelque temps, garde son habit de cardinal. Évidemment, les deux idées se rejoignent. En tout cas, donc diffusion, et je termine par là, diffusion de la mode du noir, diffusion sociale, diffusion géographique, diffusion vestimentaire qui touche toutes les pièces du vêtement, et puis des décors textiles qui habillent la maison du défunt. On a l'impression que la généralisation s'intensifie à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Vers 1830, ça touche en Europe des classes qui ne sont plus des classes favorisées, mais ce que nous appelons, nous, des classes moyennes et même plus bas encore, la classe paysanne notamment, pas partout, mais largement diffusée. Et vers la fin du 19e siècle et surtout au 20e siècle, on passe au business et tout ce qui accompagne le business des funérailles, du deuil et tout ce que vous connaissez, avec, pour les époques les plus récentes, et je termine par là, cette idée que le noir est peut-être un peu trop brutal et, vous le savez, soit les faire-part, soit les fourgons funéraires et véhicules funéraires, soit même les vêtements portés à la messe ou lors de la cérémonie sont passés du noir au gris foncé et même parfois au gris clair. Pour l'histoire des gris, c'est intéressant puisqu'il y a eu des périodes au fil de l'histoire où le gris a été pensé comme un contraire du noir et pas du tout comme un demi-noir. Et si le noir est couleur de mort et de tristesse, le gris a été pensé comme couleur d'espérance. C'est notamment vrai au XVe et dans le 1er XVIe siècle. Bon, puis après, ça retombe. Donc, est-ce que dans le gris funéraire actuel, qui est peut-être plus développé que le noir, faut-il voir l'espérance d'une vie après la mort ou tout à fait autre chose? Je livre cette remarque à vos réflexions. Merci à tous. Merci. Ce n'est pas un arc-en-ciel, mais presque. Merci, Jean-Noël. Merci. Tout est fini. Maintenant, je vais avancer la prochaine. Bon, il n'y a pas eu de fuite de mon côté. Je vous écoute. J'imagine que vos applaudissements me dispenseront d'en réitérer l'expression. Et de dire à Michel Pastoureau, à quel point nous nous sommes redevables pour cette magnifique conférence qui vient clore nos travaux. À présent, c'est un nouveau moment également traditionnel qui s'ouvre, compte tenu du fait que Francis Chevrier, à cause de votre magnifique présence et affection, a décidé de faire une session l'année prochaine. Il faut évidemment que je vous dise ce que sera le sujet. Je ne prétends pas vous introduire dans les travaux du Conseil scientifique.
Je le regrette un peu parce que vous y verriez circuler des idées. C'est très intéressant. C'est comme un steeplechase. C'est-à-dire que certaines idées commencent à bas bruit et puis prennent de l'essor. D'autres, au contraire, tombent brusquement au milieu de nos réflexions. On a parfois l'impression qu'un thème va vraiment l'emporter. Il est tout près de le faire. Et puis, dans la séance suivante, pour des motifs qui nous faisaient parfois, à Francis et à moi, difficiles de considérer, il y a quelque chose comme un reflux. Autrement dit, il y a des modes au Conseil scientifique, mais qui sont toujours fondés sur une réflexion très sage et sur une culture très vaste, qui est celle de tous nos membres. Vous voyez que pour une fois, je ne tarde pas à vous donner le sujet. Ce qui serait absolument conforme pourtant à ma tradition, mais après tout, il faut savoir surprendre. Donc, je vais vous dire le sujet que nous avons finalement déterminé, celui qui a surgi finalement de nos cerveaux féconds, et j'espère vivement que vous l'agréerez, bien sûr, et qu'il suscitera en vous le désir de nous rejoindre à nouveau. Voici le sujet que je vais vous dire. Le bruit a parfois couru, naturellement, mais nous lançons exprès des fausses nouvelles pour entraîner sur des fausses pistes. Nous avons même repéré que le sujet ayant été, à un moment donné, vaguement connu, il a été mal compris par quelqu'un qui n'avait pas une très bonne oreille et qu'il a été transformé en un autre que je ne vous dirai pas, car il ne vous intéresse pas, puisque ce n'est pas celui que nous avons choisi. Celui que nous avons choisi, le voici. Nous allons parler de la ville. La ville. Je ne déclinerai rien autour de ce sujet, je vous laisse y réfléchir, persuadé que vous en apprécierez, comme vous venez de le marquer, les vertus, la force, la présence. Donc nous allons nous retrouver l'année prochaine, et d'avance merci de nous retrouver autour du thème de la ville. Merci d'être ce que vous êtes, merci d'être présent, merci de ce que vous apportez. Certes, le mérite principal de nos rencontres vient à Francis Chevrier, mais vous y avez également une part essentielle. Notre gratitude est grande.